1274, Offizierskadusche. Und 1900 mit 2000 Schilling auf der Gewehr Boten 3000. 3000 Schilling zum Jahr, 3200. 3200 zum Jahr, jetzt 3500. 3800, 4000, 4500, 5000. 5000 zum ersten, zweiten, 5500, 6000. 5500 die Dame links. 5500 Dame links, 5500 zum dritten. Le prestige de l'uniforme. Une fois, deux fois, trois fois. Des uniformes austro-hongrois sont vendus aux enchères au Dorotheum de Vienne. 1272, Uniform eines Richtmeisters des KK Dragonerregiments Nummer 10 mit 2500. L'autorité que conférait jadis l'uniforme a disparu depuis longtemps déjà. Aujourd'hui, les uniformes de la monarchie danubienne sont des pièces de musée et objets de collection très prisés. Mais avant de perdre leur toute-puissance, ils virent d'abord ternir leur couleur. Le dernier acte du vieil empire se joua dans la grisaille. La boue des tranchées s'incrusta dans le tissu vert de gris et les uniformes élimés devinrent le linceul de l'empire des Habsbourg. 9000 Schilling zum ersten, 9000, 10.000, 10.000, 11.000, 12.000. 12.000 Schilling zum ersten, 13.000. 13.000 zum ersten, zweiten, kein höheres Angebot, 13.000. 14.000, 15.000, 16.000. 100 000, 200 000, 500 000, 1 million, et même 1 200 000 morts. Tel fut le bilan de la Première Guerre mondiale pour les peuples de la monarchie austro-hongroise. Dans les États issus du démantèlement de l'Empire, les tombes se referment lentement, comme ici, à Chemizl, une ancienne place forte de la Galicie, très vivement disputée. Les cimetières aussi peuvent mourir. Cette croix fut érigée par les Autrichiens dans la lointaine Pologne, à la mémoire de leurs morts. Car les pertes massives devaient au moins revêtir une digne apparence, la mort anonyme avoir une plaque, et le deuil lointain des familles se rattacher à un objet concret. Des fosses communes ont fait des lieux sacrés à la mémoire des héros. Ce château idyllique sur les bords du Danube évoque le dernier acte de ce drame. Le 28 juin 1914, l'archiduc héritier François Ferdinand et son épouse Sophie furent assassinés dans la capitale de la Bosnie. C'est ici, à Artstetten, que les morts de Sarajevo trouvèrent leur dernière demeure. Le monument aux morts de la commune porte les noms des 2 premières victimes de la Grande Guerre. L'empereur ne pardonna jamais le mariage morganatique de François Ferdinand avec la comtesse Chotek. L'héritier présomptif se fit accompagner de son épouse en Bosnie, notamment parce que de tels voyages permettaient à celle-ci d'oublier les incessantes humiliations qu'elle devait endurer à la cour de Vienne. En traversant Sarajevo, François Ferdinand et Sophie furent mortellement atteints par les balles d'un jeune Serbe, Gavrilo Princip. Le monde entier était en émoi. Les conséquences de cet assassinat étaient prévisibles. Pourtant, on glissa avec insouciance vers la catastrophe. Zita, la dernière impératrice d'Autriche, se souvient. Ce jour-là, un valet nous a apporté un télégramme. J'ai toujours détesté les télégrammes. C'est pourquoi j'avais une sorte d'appréhension. Mais mon époux m'a rassuré. Cela doit être un télégramme de proche ou d'amis qui veulent nous inviter. Pourtant, après l'avoir ouvert, il est devenu tout pâle, vraiment livide. Je me suis écrié, « Pour l'amour de Dieu, que s'est-il passé ?» Pendant un moment, il a été incapable de me répondre. Il m'a simplement montré le télégramme qui portait la signature de M. Romerskirch, qui travaillait pour l'archiduc François Ferdinand. Que s'est-il passé? Oncle Franz et tante Sophie ont été assassinés. C'était affreux.
Charles a immédiatement téléphoné à Ischl, où l'empereur François-Joseph passait ses vacances. Il lui a demandé si c'était bien vrai. Il était convaincu qu'il devait y avoir une erreur. L'empereur l'a détrompé. Il lui a confirmé que c'était la triste réalité. Et il lui a précisé qu'il rentrerait à Vienne dès le lendemain et qu'il souhaitait voir l'archiduc Charles. Le cauchemar de Sarajevo se dissipe dans le décor idyllique du château d'Artstetten. François Ferdinand passa une partie de son enfance ici. Le rang de sa femme, comtesse de naissance, lui interdisant d'être enterré aux côtés des Habsbourg, dans les cryptes de l'église viennoise des Capucins, l'archiduc héritier fit construire un caveau pour sa famille et lui dans l'un de ses domaines privés, non loin de Melk, sur l'autre rive du Danube. Ses descendants se réunissent ici tous les 28 juin pour assister à une messe commémorative, et les visiteurs viennent de plus en plus nombreux au musée Franz Ferdinand. Plus que l'héritier du trône, on y découvre l'homme, l'époux aimant, le père engagé. L'hostilité et les vexations qui furent infligées à François Ferdinand suite à son mariage morganatique le rapprochèrent de sa famille plus qu'il n'était de coutume dans les mariages de raison, alors de rigueur dans les familles régnantes de la vieille Europe. Beaucoup de photos montrent que François Ferdinand et Sophie étaient profondément épris l'un de l'autre. Ils ne l'ont jamais caché à personne. Au contraire des hauts dignitaires de leur époque, ils manifestaient ouvertement leur amour réciproque et une profonde affection pour leurs enfants. Quand il voulait se détendre et fuir les événements politiques, l'archiduc allait à la chasse. Sinon, il se consacrait entièrement, chaque fois qu'il le pouvait, à Sophie et à ses 3 enfants. Son petit-fils, Gerhard Hohenberg, en témoigne. C'est là le parfait exemple d'un amour capable de tout surmonter. N'oublions pas que, parallèlement aux multiples difficultés qu'a rencontrées mon grand-père pour imposer ce mariage, ma grand-mère a elle aussi été en butte à une certaine hostilité. Il ne faut pas croire que la noblesse ou la famille Kotek ait vu ce mariage d'un très bon œil. Il y avait un fossé très important entre la famille régnante, c'est-à-dire la maison d'Autriche, et ses sujets. Or, les nobles étaient considérés comme des sujets au même titre que tous les autres. Et il était tout à fait inconcevable de franchir ce fossé par un mariage. Cette photographie fut distribuée à Sarajevo pour témoigner de la parfaite harmonie régnant entre l'empereur et l'héritier du trône. Pourtant, l'archiduc n'était pas mécontent de s'accorder un peu de repos, loin des intrigues de la cour viennoise. C'est à Ilitsa, charmante station thermale et lieu de détente fort apprécié aux abords de la capitale, comme il est dit dans un ancien guide de voyage, que François Ferdinand et Sophie passèrent leur dernière nuit à l'hôtel Bosna. Voilà à quoi ressemblait encore cette ville, avant le récent drame bosniaque. Il planait comme un souffle de vacances idylliques et de faste impériale. Et les attelages qui conduisaient les visiteurs aux sources de la Bosna s'appelaient des fiacres, comme à Vienne. Ilitsa, qui était serbe lorsque la guerre civile s'est déclenchée, n'a subi que des dommages limités. La ville est aujourd'hui sous administration musulmane. Le 28 juin 1914 au matin, l'héritier du trône et son épouse se rendirent en ville par le célèbre Decauville bosniaque. Mais les assassins les attendaient, sur le quai Appel. Aujourd'hui, le pont latin est redevenu le pont latin, après avoir porté pendant 70 ans le nom de Gavrilo Princip, l'étudiant de 17 ans qui, le Browning en poche, guettait le couple princier, au coin, devant l'épicerie fine. La voiture passa si doucement et si près de lui qu'il ne pouvait manquer ses victimes. Of the car didn't know that, and when they came to this place, he went to this street thinking that they were going to do some sightseeing. They stopped him, and while he was Les empreintes du meurtrier, imprimées dans l'asphalte, évoquèrent longtemps cet événement, constituant à la fois une banale trace de l'histoire et une attraction touristique macabre. Aujourd'hui, la chaussée ne présente plus qu'un trou béant à cet endroit, de la taille d'une fenêtre. La plaque commémorative a été retirée et le musée consacré à Princip entièrement vidé et condamné. Les Bosniaques musulmans ont tenu à se démarquer du meurtrier serbe de l'archiduc héritier.
Seul ce banc de marbre perpétue le souvenir de François Ferdinand et de son épouse Sophie. C'est là l'unique vestige d'un monument commémoratif érigé du temps de la suprématie autrichienne. Le succès de cet attentat s'explique uniquement par une accumulation d'inadvertances, de hasards, de demi-mesures, d'avertissements méprisés, d'ambitions déplacées et de négligence. Principe ne fut que le dernier maillon de la chaîne. Malgré l'explosion d'une bombe le matin même sur le chemin de l'hôtel de ville, on exposa l'héritier du trône à d'autres dangers. Il fut littéralement livré à la fatalité par un essaim de courtisans, d'officiers avides de décoration et de fonctionnaires obnubilés par la routine. Tout à fait dans l'esprit de la vieille Autriche. On dansait joyeusement au bord du gouffre en se refusant de voir les dangers menaçants. C'est ici que l'héritier du trône entama son dernier voyage. Sur le perron de l'hôtel de ville, il exprima une dernière fois sa vive réprobation de l'attentat à la bombe du matin. François Ferdinand voulait se rendre au musée national bosniaque qu'il devait inaugurer. Là-bas, on attendit en vain l'arrivée de son Altesse. Le docteur Bassler, un scientifique du musée, a étudié les témoignages de l'époque. À 10 heures, le directeur du musée est sorti attendre le cortège de l'héritier présomptif. Un quart d'heure s'est écoulé, il n'arrivait toujours pas. Il semblait y avoir un problème. Et ce n'est qu'à 10h30 qu'une voiture est arrivée à toute allure. Le chauffeur en est descendu et a dit que l'archiduc héritier s'excusait, mais qu'il lui était pour l'instant impossible de venir. Après l'avoir observé, le directeur du musée lui a dit « Voyons, monsieur, votre cache-poussière est maculée de sang. Que signifie cela ?» Alors le chauffeur a révélé qu'un attentat venait de se produire et que l'héritier du trône, apparemment décédé, se trouvait au Konak. Le Konak était la résidence du gouverneur. En ce funeste jour de la Saint-Guy, François Ferdinand et Sophie furent transportés au palais après l'attentat. L'archiduc héritier y est décédé, sa femme, elle, était déjà morte. D'illustres visiteurs dorment régulièrement dans cette chambre mortuaire, car, comme sous le régime communiste, le Konak accueille aujourd'hui encore les hôtes de la République. Les corps furent transportés à Vienne, puis transférés à Artstetten, dans la plus stricte intimité. À Pöschlarn, il fallut faire traverser le Danube aux 2 cercueils dans la nuit du 3 au 4 juillet. Un sinistre orage sembla annoncer la fin imminente du monde. Les chevaux se sont cabrés sauvagement et le corbillard a fait une embardée en arrière, se souvient le passeur. Si les gens ne s'étaient pas arc-boutés à l'attelage, nous serions tous tombés dans le Danube. Hommes, voitures et chevaux. Impétueux messager de l'ancienne Autriche, il voulut réveiller son époque pour que celle-ci ne ferme pas les yeux sur sa mort. À présent, elle ferme les yeux sur la sienne, écrivit Karl Kraus dans Le Flambeau à propos de François Ferdinand. Et il critiqua la famille, au deuil d'une indigence déplorable qui, l'œil humide mais joyeux, s'entend à se tenir à l'écart de la foule endeuillée. C'était comme si, en organisant une cérémonie aussi anodine que possible, la cour de Vienne voulait se venger une dernière fois du mariage de François Ferdinand, venu perturber l'ordre dynastique. L'empereur n'assista pas aux funérailles. Un ancien habitant d'Artstetten, Ferdinand Müllner, a vécu ce 4 juillet. Nous sommes entrés dans l'église par le portail principal. L'église tout entière était décorée de noir, du sol au plafond. Même les bancs étaient tendus de noir. Les 2 cercueils étaient posés côte à côte devant l'autel. Derrière les cercueils se trouvaient 2 coussins, dont l'un portait des décorations.
Je suis allé dans le chœur où je devais actionner l'orgue. Beaucoup poussèrent un soupir de soulagement quand le service funèbre d'Artstetten vint clore le chapitre François Ferdinand. Cet homme était un esprit remuant et novateur. Il voulait faire bouger un système qui considérait l'immobilisme comme sa seule chance de survie. Il savait que le malheur était imminent, mais estimait qu'il était encore possible de sauver la monarchie. Et beaucoup partageaient cet espoir. Tous déplorèrent sa perte. Mais nul ne trouva de mots plus justes que l'écrivain Karl Kraus. Dans cette époque de détresse humaine généralisée, qui en Autriche prend le masque d'une débilité anodine, François Ferdinand semble avoir possédé une mesure humaine. Sa mort dit avec éloquence ce que sa vie passa sous silence. Et le demi-deuil des faibles le crie à travers tout le pays. François Ferdinand représentait l'espoir de cet État pour tous ceux qui croyaient à la mise en place d'une vie nationale réglée juste avant le grand chaos. On ne put empêcher le chaos. La controverse autour de François Ferdinand passionna longtemps contemporains et historiens. Devant le tombeau d'Artstetten, les querelles s'apaisent. On évoque en silence le souvenir d'une tragédie humaine où l'on se perd en réflexion. On se demande ce qu'il serait advenu si les balles de Principe n'avaient pas atteint leur cible. Mais l'histoire rend ces questions caduques. C'est dorénavant à Ischl que s'écrivait l'histoire. À ce bureau de la villa impériale, François-Joseph signa le manifeste à mes peuples. Pendant ces années qui m'ont été accordées par la grâce de Dieu, mon plus ardent désir a été d'œuvrer pour la paix et de préserver mes peuples du fardeau de la guerre. La Providence en a décidé autrement. J'ai mûrement pesé toutes les alternatives. La conscience tranquille, j'emprunte la voie que le devoir me désigne. Ce manifeste fut rendu public en même temps que la déclaration de guerre à la Serbie, le 28 juillet. 2 jours plus tard, François-Joseph se rendait à Vienne. Il n'allait jamais revoir son cher village d'Ischl. On ferma la résidence d'été. Il n'y eut plus de vacances pour l'empereur. Les diplomates avaient lamentablement failli à leur tâche. Leur jeu frivole avec la guerre se mua en un conflit sanglant. Les décisions se prenaient désormais sur les champs de bataille. Et ce fut la guerre, une guerre dont personne n'aurait pu imaginer l'ampleur. Les troupes de l'empereur luttèrent contre les Serbes dans les Balkans, contre les Russes en Galicie, et ne tardèrent pas à affronter les Italiens dans les Alpes et le Karst, sur les rives de l'Isonzo. Entre tous les champs de bataille et théâtres des hostilités, la ville de Przemysl, sur le San, constitue un exemple éloquent. En 1914-1915, le nom imprononçable de cette place forte galicienne résonnait comme allait résonner Stalingrad 30 années plus tard. Tous les écoliers connaissaient le défenseur de Przemysl, le général Kuzmanek, le commandant de la place. Après plusieurs défaites, il fallut reculer la ligne de front, et la ville se retrouva soudain en zone dangereuse. Les premières colonnes de paysans en fuite arrivèrent, et le 18 septembre 1914, on ferma les portes de la ville. La plus puissante forteresse autrichienne, qui devait enrayer l'avancée russe vers la Hongrie, était encerclée et coupée du monde. 128 000 soldats et officiers défendaient 15 fortins principaux et 27 fortins secondaires, dans un périmètre de 45 km autour de la ville.
Il devait faire face à 280 000 Russes. Les fortifications étaient sous le feu de l'artillerie russe, dont les tirs ne laissaient rien au hasard, car un espion, le colonel Redl, avait vendu les plans de la forteresse aux Russes. La chance a quitté l'armée austro-hongroise, écrivit le commandant en chef des troupes assiégeantes, l'ancien général bulgare Radko Dmitriev à Kousmanek. Je tiens pour impossible que vous obteniez quelque aide extérieure que ce soit. Afin d'éviter des pertes inutiles, il proposa d'entreprendre des pourparlers de reddition. Indigné, Kousmanek refusa. Dmitriev répliqua en ordonnant l'offensive générale le 6 octobre. Pendant 3 jours, il envoya impitoyablement de nouveaux assaillants sous le feu ennemi. Des montagnes de cadavres s'amoncelèrent devant la forteresse. Ici, à Sidlisko, les Russes parvinrent à ouvrir une brèche. À l'issue d'un corps à corps sanglant, ils furent à nouveau repoussés. Les Russes étaient épuisés. Ils avaient perdu plus de 40 000 hommes, morts et blessés. Ils se replièrent. Le 11 octobre, Przemysl était à nouveau libre. Kousmanek fut fêté en héros. Les soldats continuèrent à tenir leur position, dans les tranchées, entre les différents fortins. Le danger n'était pas encore écarté. Les Russes s'étaient simplement repliés afin de rassembler leurs forces en vue d'une nouvelle offensive. Un mois, jour pour jour, après la libération de Przemysl, ils encerclèrent à nouveau la ville. Ils avaient acquis la certitude que la forteresse était imprenable. Aussi étaient-ils résolus à affamer ses habitants. Des semaines s'écoulèrent, puis des mois. La ville vivait dans une certaine normalité. On s'habitue même à un siège. Mais la famine ne cessait de s'accentuer. La famine régnait dans la forteresse. Les soldats mangeaient les chiens, les chats et les chevaux. Ils mangeaient du tout, vraiment du tout. Et quand ils mouraient, on les sortait de la ville. Karolina Konikovska a vécu le siège. Elle avait alors 16 ans. Le commandement militaire nous a distribué des tickets d'alimentation. Au début, on recevait très peu de nourriture et puis au bout d'un moment, plus rien du tout. C'était affreux. Les soldats étaient les plus à plaindre. Les civils s'en sortaient mieux. Ils arrivaient toujours à se débrouiller. Mais c'était vraiment terrible pour les soldats. Le 19 mars, au 132e jour du siège, Kousmanek ordonna une dernière tentative de sortie. L'empereur envoya un télégramme d'encouragement. Les assiégés affamés se jetèrent désespérément dans la bataille, mais leurs forces les avaient abandonnés. Après avoir perdu 7000 hommes, Kousmanek dut renoncer. Les dépôts de munitions, les ponts et ouvrages de fortification furent dynamités. Le 22 mars, le général informa le quartier général russe de sa capitulation. « Nos vivres sont épuisés, nos fortifications détruites. Je vous ouvre la ville et j'attends vos ordres. Je ne pose aucune condition. » Ce paysage dévasté est aujourd'hui une attraction touristique. L'État polonais a classé ces ruines monuments historiques. Voilà à quoi ressemblaient jadis les fortifications de San Rido. Les ruines ont résisté à l'épreuve du temps. Le fortin numéro 11 a été réquisitionné par une entreprise austro-polonaise pour la culture des champignons. En 1915, les soldats russes immortalisèrent ici leur victoire. Au mois d'avril, le tsar Nicolas vint sur les lieux de la grande victoire et visita les fortifications détruites. Mais les événements de Przemysl ne changèrent pas le cours de la guerre. D'importantes troupes russes avaient trop longtemps été accaparées par ce siège. Entre-temps, Allemands et Autrichiens se rallièrent pour préparer une contre-offensive. Le général Mackensen perça le front russe à Gorlice et Tarnów.
À la fin du mois de juin 1915, les restes des fortifications de Przemysl étaient sous le feu nourri de l'artillerie lourde autrichienne. Ce fut de courte durée. La forteresse ne tarda pas à être mûre pour l'assaut. Démoralisés par la canonnade, les occupants russes n'opposèrent pas grande résistance. Le 3e siège de Przemysl ne dura que 4 jours, la plus grande part de la conquête revenant à la division bavaroise du général Kneußl. Le 3 juillet, la cavalerie autrichienne et l'infanterie bavaroise entrèrent dans la ville. Depuis, le décor a à peine changé. On organisa un service d'action de grâce à l'église des franciscains. La population regagna les villages dévastés. On put bientôt faire des photos de Przemysl avec l'archiduc héritier Charles, identique à celle 3 mois auparavant avec le tsar. Au bout d'1 an et quelques mois, le jeune archiduc dut assumer une charge que nul ne pouvait plus endosser. En novembre 1916, l'empereur François-Joseph était à l'article de la mort. Charles et moi avons assisté au décès de l'empereur François-Joseph. Pouvez-vous nous raconter cela? À l'époque, c'était pendant la guerre. Charles commandait nos troupes sur le front contre la Roumanie. Un jour, il a reçu un message disant que l'empereur François-Joseph était gravement souffrant et qu'il devait immédiatement se rendre à son chevet. Il s'est bien sûr exécuté. Je suis allé le chercher à la gare pour que nous nous rendions directement à Schönbrunn. Nous y sommes restés 2 ou 3 jours. L'empereur était très malade, mais il avait tous ses esprits. Il a beaucoup parlé avec Charles des récents événements. Puis son état s'est aggravé. Il s'est affaibli. Le jour de sa mort, à l'aube, mon époux m'a dit qu'il voulait également me voir. Je me suis rendue à son chevet. Il nous a parlé à tous les deux d'une façon vraiment émouvante. Il avait eu la grande joie d'apprendre les premières bonnes nouvelles de Siebenbürgen. De plus, il était profondément touché d'avoir reçu une bénédiction spéciale que l'évêque Seidel, qui était l'évêque de la cour, lui avait donnée au nom du Saint-Père. Qu'avez-vous ressenti après sa mort, en apprenant que vous étiez dorénavant impératrice? Nous le savions déjà depuis un petit moment. Mais j'avoue que ce fut une rude épreuve. D'abord, nous aimions beaucoup l'empereur François-Joseph. Ensuite, cela signifiait que dès cet instant, une lourde responsabilité pesait sur les épaules de l'empereur Charles. Cela nous a incités à nous tourner encore plus vers Dieu. Nous l'avons imploré de nous aider et de nous éclairer pour tous les événements à venir, et surtout de nous guider vers la paix. Le 21 novembre 1916, l'empereur, alors âgé de 86 ans, mourut sur son lit de camp en fer à Schönbrunn, où le corps fut exposé. Nombreux sont ceux qui considérèrent ces funérailles comme un événement mémorable, la fin d'une ère, l'inhumation de la monarchie. Le comte Friedrich Wurmbrandt, alors page impérial, a escorté le cercueil. J'avais 12 ans à l'époque. L'empereur étant décédé à Schönbrunn, nous avons d'abord dû escorter le corps jusqu'au palais de la Hofburg à Vienne. L'inhumation a eu lieu le lendemain. On nous a réveillés de très bonne heure, puis on nous a ondulé les cheveux avec des fers à friser et fixé nos chapeaux noirs sur le haut de la tête.
Vers 6h30, on nous a fait mettre en place dans les appartements de la Hofburg. Nous avons attendu très longtemps, jusqu'à l'arrivée des militaires d'abord, puis des dignitaires de la cour, et finalement des membres de la Maison d'Autriche. Une fois tout ce monde rassemblé, il devait être environ 8 heures, le cortège funèbre s'est mis en marche. Les autres pages et moi étions placés de part et d'autre du corbillard. Revêtus d'un habit noir, nous tenions en main une énorme bougie trônant sur une assiette en laiton. Nous avons ainsi escorté le corps jusqu'à la cathédrale Saint-Étienne, où s'est déroulée une grand-messe suivie d'une bénédiction. Puis nous sommes allés à l'église des Capucins, au caveau des Habsbourg, où une autre messe a été dite entre 1h et 2h de l'après-midi. Vous imaginez sans peine combien les enfants de 12 ans que nous étions devaient être fatigués. En fait, je me suis assoupi et j'ai renversé de la cire sur l'uniforme de l'archiduc Maximilien qui se trouvait juste devant moi. Il n'était pas très content, il s'est retourné et m'a dit « Fais attention, garnement ». L'agonie de l'Empire se prolongea encore longtemps et fit de nombreuses victimes. Sa fin fut dislocation, dispersion des peuples et révolution. L'empereur Charles Ier n'eut d'autre solution que d'abdiquer. Il dut quitter le pays. Après 2 tentatives malheureuses pour reconquérir la couronne de Hongrie, Charles fut envoyé en exil forcé sur l'île de Madère par les Alliés victorieux. Si c'est une fille, nous l'appellerons Élisabeth, dit Charles à Zita, quand le couple impérial débarqua à Funchal, le 19 novembre 1921, jour de la Sainte Élisabeth. L'enfant, une fillette qui ne vint au monde qu'après le décès de son père, fut baptisée Élisabeth. Pour les centaines de milliers d'amoureux des îles qui viennent du monde entier à Madère, cet archipel portugais de l'Atlantique répond aux promesses des dépliants touristiques. Mer bleue, falaises escarpées, montagnes crevassées, vignes et bananiers en terrasse, plantes en fleurs et un été qui semble éternel. Mais cette île fut le dernier voyage de l'empereur Charles Ier. C'est là-haut, sur les hauteurs de Funchal, à l'église de pèlerinage Nossa Senhora do Monte et Notre-Dame de la Montagne, qu'il trouva enfin le dernier repos. Wann war der hier? Kaiser, Churchill, Tomba der Kaiser. Und er ist hier gestorben? Residenza del Kaiser. Wat is dat? Op Tomba der Kaiser. Residenza. Had hij gewoond? Der Kaiser. Quinta do Monte. Quinta Gordon. Quinta Gordon. 10 minutes. Beaucoup de gens viennent en connaissance de cause se recueillir sur la tombe du dernier empereur d'Autriche et roi de Hongrie. D'autres se heurtent par hasard à l'histoire et réalisent tout doucement qui est cet empereur et quelle tragédie s'est déroulée dans ce paradis. La sacristie recèle une chasuble brodée par l'impératrice Zita. La Madone est chère aux habitants de l'île. Beaucoup emmènent avec eux son portrait en mer, voire en Amérique ou en Afrique. Quand enfin ils s'en reviennent au pays, ils ne manquent jamais de monter là-haut sur la montagne pour remercier la Vierge. Les gens du pays n'oublient pas non plus l'étranger qui est aujourd'hui l'un des leurs. Et certains disent une prière devant sa tombe, sous le crucifix sculpté par un artisan tyrolien.
Par le passé, l'empereur Charles était inhumé sous l'autel. Mais dans les années 60, on conçut une nouvelle sépulture avec un sarcophage métallique et les armes des Habsbourg. L'impératrice Zita revint à Madère pour la cérémonie. Les premiers mois qui suivirent l'arrivée du couple impérial dans ce doux hiver insulaire comptèrent parmi les jours les plus heureux de leurs années d'exil. Charles et Zita, qui vivaient dans un environnement agréable, étaient appréciés de la population, recevaient des témoignages de sympathie et étaient libres de leurs mouvements. Mais d'oppressants problèmes financiers vinrent assombrir cette époque. Le couple impérial résidait à la Villa Victoria, une annexe du célèbre hôtel Ritz. Bientôt, Charles ne sut plus comment honorer les factures courantes. Aussi accepta-t-il volontiers l'offre de la famille Rocha Machado de séjourner dans sa résidence d'été sur le Monte. Son fils aîné, Otto Habsbourg, évoque cette époque. La vie était très difficile. Tout a commencé à la mi-février, quand nous avons quitté la Villa Victoria de l'hôtel Ritz. Dans les premiers temps, mon père était encore en bonne santé. À l'époque, il nous emmenait, ma sœur Adélaïde et moi, faire de longues promenades, lors desquelles il a commencé à nous initier à la politique. Il faisait cela systématiquement à chaque promenade. Et en ce temps-là, elles étaient très nombreuses. Là-haut, sur la montagne, la Quinta Gordon fut la dernière demeure de l'empereur Charles Ier. Le banquier Rocha Machado n'occupait pas sa maison en hiver. On allait passer la saison à Paris. La vaste propriété et son superbe parc restèrent dans la famille jusque dans les années 80. Puis, des religieuses y habitèrent quelque temps. Aujourd'hui, la Quinta menace de tomber en ruine. Cette plaque indique que l'empereur est décédé ici. Señora Carolina Machado, la veuve du maître de maison, se souvient. Sûrement avec beaucoup de difficultés parce que la Quinta n'était pas faite pour une famille aussi nombreuse. Ils étaient très nombreux. Même une partie de la famille habitait chez ma belle-mère en haut parce qu'il n'avait pas de place. Ils étaient 30 et plus de 30 personnes. La maison n'est pas habitable pour tant de monde. Et puis, pas de salle de bain, une petite cuisine. Tout est petit. C'était assez grand pour nous, mais pour eux, évidemment. Alors, il a sûrement beaucoup souffert, il manquait beaucoup de choses. Pas de bois, le bois était humide et vert, ça fumait beaucoup. Ils sont pleins, puis c'est loin de la ville. Il n'y a pas d'électricité, de l'eau seulement au premier étage et dans la cuisine, écrivait une femme de chambre de l'impératrice à un correspondant viennois. La villa est certes charmante, mais elle est vraiment trop petite. Ici, sur les hauteurs, nous n'avons eu que 3 jours de soleil. Le reste du temps n'a été que pluie et brouillard, un temps très humide. Souvent, nous regardons jalousement vers Funchal, où le soleil ne cesse de briller. La maison est si humide que tout sent le moisi. Des champignons poussent sur les murs de notre chapelle. On ne peut rester dans une pièce sans la chauffer continuellement. Nous avons faim. Nous faisons tous de notre mieux pour venir à bout de cette situation. Nous sommes parfois très tristes et abattus. Mais quand nous voyons comment leur majesté endure tous ces maux, cela nous encourage à tenir bon. C'était une période très difficile. Par exemple, pour chaque chose, nous nous demandions si nous pouvions nous le permettre ou pas. Tout n'était que restriction. Nous menions une existence spartiate. Mon père, bien sûr, faisait tout son possible pour que nous ne remarquions rien. Mais même enfants, nous nous en apercevions bien. La Quinta est un lieu idéal en été. Mais en hiver et au printemps, la montagne est presque toujours couronnée de nappes de brume et de lourds nuages de pluie. C'est ce climat froid et malsain que l'empereur Charles Ier n'a pas supporté.
il a pris froid parce qu'évidemment au monde il fait froid et il pleut souvent et il est sorti, je crois, il a attrapé froid. Il est arrivé tout mouillé à la maison. Et puis on l'a soigné comme on soigne les pneumonies en Autriche, ça ne va pas à Madère. Les pneumonies à Madère doivent être soignées autrement. Et puis il n'y avait pas la pénicilline, il n'y avait rien. On n'a pas appelé nos docteurs, on avait peur, on l'a soigné. Peut-être pas très bien. Puis il était susceptible aussi, il était un homme qui n'était pas très fort des poumons non plus. Mais psychologiquement, il était malade aussi, très malade. Il n'a pas résisté, c'est dommage. L'empereur Charles Ier mourut dans le salon de la villa le 1er avril 1922. Le jour de sa mort, je suis allé 2 fois à son chevet. La première fois, c'était quand il a reçu l'extrême-onction, car ma mère avait demandé qu'on me réveille pour que j'assiste à cette cérémonie. C'était en pleine nuit, son état était critique. Ma mère tenait à ce que j'apprenne comment on meurt en chrétien. La deuxième fois, mon père lui-même m'a fait appeler 2 heures avant sa mort. J'étais présent quand il s'est éteint. Son corps a été exposé dans la villa, puis il a été transporté dans son cercueil à travers le jardin de la villa jusqu'à l'église Nossa Senhora do Monte, où il a été inhumé. Cet empereur de 35 ans était-il condamné à mourir? Vu les connaissances médicales de l'époque, c'est fort probable. Mais je ne suis pas médecin. Je peux difficilement répondre à cette question. Je dirais que de nos jours, cette affection n'aurait posé aucun problème. Mais on ne disposait pas alors de tous les médicaments qui, aujourd'hui, aident à lutter relativement rapidement contre une pneumonie. N'oublions pas non plus que mon père a vécu des moments très difficiles juste avant cela. Si l'on considère qu'il existe une corrélation entre l'état physique et l'état psychique, il est fort probable que ces épreuves aient contribué à son décès. Mais je vous le répète, je ne suis pas médecin. Je ne puis répondre catégoriquement. 40 années plus tard, le docteur Otto Habsburg était présent à Madère quand on rouvrit la tombe de son père pour satisfaire à la béatification entreprise par Rome. Après le décès, la veuve et ses 7 enfants séjournèrent quelques semaines encore sur l'île. Elle allait se recueillir chaque jour sur la tombe de son époux. Dorénavant, elle ne porta plus que du noir. Des silhouettes endeuillées, rassemblées sur l'embarcadère de l'hôtel Ritz, s'apprêtaient à quitter Madère. Le roi Alphonse XIII d'Espagne avait en effet offert l'hospitalité à la famille. À Madrid, au palais El Pardo, Zita donna naissance à son dernier enfant, Elisabeth, le 21 mai 1922. Un triste dénouement sur une île qui n'est pas faite pour les tragédies. L'empire des Habsbourg, depuis longtemps déjà disloqué, morcelé, démantelé, sombra dans la mer de l'histoire. Et cette longue et douloureuse agonie se solda par un drame privé. Les vacanciers qui viennent à Madère écoutent l'histoire de l'infortuné empereur comme s'il s'agissait d'un conte des temps reculés. Vendredi.